Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers collègues. On conclut aujourd'hui la pneumopathie interstitielle diffuse avant d'entamer le prochain chapitre qui est la tuberculose. Donc, il ne nous reste pas beaucoup dans la PID. Seuls les examens biologiques et dernièrement le traitement. On avait vu le diagnostic étiologique. Hugo, c'était les quatre majeures étiologies. J'espère que vous avez les cités. Et deuxièmement, les pathologies ou bien les PID chroniques. Donc, surtout les pneumoconioses, pathologies néoplasiques, cancer, sarcoïdose, maladie de système et la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, dernièrement, pour l'examen biologique, ça serait un récapitulatif. Donc, premièrement, l'énumération de la formule sanguine avec la CRP pour mettre en évidence un syndrome inflammatoire biologique pour les maladies de système, la sarcoïdose surtout. L'énumération de la formule sanguine, l'hyperéosinophilie et la lymphopénie, vont une pathologie ou bien une pneumonie, une pneumopathie inflammatoire ou bien éosinophile, d'hypersensibilité. Suite à ça, on peut prescrire le BMP en cas d'insuffisance cardiaque. Nous allons voir ce dernier dans cardiologie. Il témoigne d'une défaillance cardiaque et qui pourra donner un œdème aigu du poumon, un OAP d'origine cardiogénique, notez bien ce terme-là. Suite à ça, la créatininémie pour montrer une insuffisance cardiaque. Le dosage aussi des précipitants sériques pour la pneumopathie d'hypersensibilité. Autre dosage, c'est le calcium, la calciurie, surtout devant la sarcoïdose. Donc, ça va donner, bien, on avait cité que parmi les complications de la sarcoïdose, c'était la calcémie et la calciurie. Autre facteur de risque de connectivité, donc les facteurs rhumatoïdes, le facteur anti-CCP, le facteur antinucléaire. Donc, tout ça, c'est des maladies de système, les connectivites. Et dernièrement, le facteur antinucléaire, le A1CA dans les vascularites. Voilà les vascularites. Donc, les examens biologiques pour rechercher toutes ces pathologies qu'on a déjà citées et prouver l'existence étiologique. Autre examen paraclinique à prescrire, c'est le lavage broncho-alvéolaire réalisé par la fibroscopie. Donc, ce lavage doit faire l'objet d'analyses cytologiques et microbiologiques de la routine, mais aussi rechercher les agents opportunistes, tels que les cellules tumorales, pourra s'agir d'une pathologie néoplasique, rechercher les sidérophages. On avait vu les sidérophages dans les maladies de charge, dans la sidérose, dans la pneumoconiose toujours, j'espère que vous vous souvenez de ça. La substance extracellulaire anormale, nous allons voir ça dans la fibrose pulmonaire et l'étude du phénotype lymphocytaire en cas de pathologie ou bien de néoplasie. Le dernier, donc ça c'est l'étude cytologique du liquide broncho-alvéolaire. Il fournit les éléments de certitude pour la diagnostic devant la présence de cellules malignes, pathologie néoplasique, agents infectieux pathogènes. C'était ça dans la pneumonie. On peut noter quelques bacillocoques ou bien bacilles de coque dans la tuberculose pulmonaire, mais pas toujours. Les sidérophages, l'indice de Gold, qui témoignent d'une pathologie ou bien hyper- bien une surcharge par du fer qu'on avait vu dans les pneumoconioses. Ce lavage broncho-alvéolaire, et ces résultats, ils sont non diagnostiques, mais ils fournissent une orientation. Là, on donne l'exemple. Par exemple, dans la sarcoïdose, on note augmentation ou bien une hyper, hyperlymphocytose. Dans le cas de la sarcoïdose, la pneumopathie, l'hypersensibilité et les infections virales. Donc, une hyperéosinophilie, elle est retrouvée dans les pneumopathies d'hypersensibilité. En cas d'infection bactérienne, donc, vous allez trouver une hyperneutrophilie, bien PNN neutrophiles qui sont augmentés. Donc, et à l'état normal, vous allez pas trouver tous ces facteurs-là. Et là, un exemple, la fibrose pulmonaire idiopathique où vous allez trouver l'augmentation des trois lignées, neutrophile, lymphocytes et éosinophile. Ça va vous orienter vers le diagnostic.
des fonctions pulmonaires comme examen, donc on va voir ça dans les explorations fonctionnelles. Ça va prouver un trouble ventilatoire restrictif ou obstructif. Ça nous fait rappel de cours de l'insuffisance respiratoire. Donc devant un trouble restrictif, ce qu'on va noter, j'espère que vous vous souvenez de ça, on va noter une capacité pulmonaire totale inférieure à 80% et diminution du rapport de Tifno. En cas de trouble obstructif, on va noter un VMS qui est divisé par la capacité ventilatoire totale qui est inférieure à 70%. Devant un tabagisme, ABPCO ou bien l'asthme, vous allez trouver un trouble obstructif. Donc tout ça, on avait abordé comme, comme titre bien précédemment cours, dans les cours précédents. Il s'agit là de troubles de diffusion. Donc on va noter des troubles des échanges gazeux. On va voir tous ces critères-là dans le FR. On note une diminution de surface échange, augmentation de la résistance de la barrière alvéolo-capillaire, une inégalité ventilation-perfusion, un coefficient de diffusion du monoxyde d'oxygène, le monoxyde de carbone qui est diminué, une pression AO2 qui est inférieure par rapport à l'effort premièrement, puis au repos. Et dernièrement, le test de la marche de 6 minutes. On va noter la diminution de la distance de la marche et une désaturation dans ce test. Les derniers examens sont histologiques. Donc, on peut faire une biopsie des épérons ou bien une biopsie transbronchique. La biopsie, premièrement, des épérons va mettre en évidence le granulome dans la muqueuse. C'est le cas de la sarcoïdose. Vitellium granulogigantocellulaire sans nécrose caséeuse. Une infiltration sous-muqueuse par les cellules néoplasies, c'est le cas de la lymphangite carcinomateuse. Aussi la biopsie transbronchique, elle va nous permettre d'étudier les bronchioles terminales. Donc là, une rentabilité de l'ordre de 75% dans la sarcoïdose. Elle est indiquée devant une pneumopathie organisée, la lymphangite carcinomateuse et la miliaire tuberculeuse. Donc, miliaire tuberculeuse, on va l'aborder prochainement dans la tuberculose. Dernièrement, les examens paracliniques histologiques, biopsie d'épérons et biopsie transbronchique. Voilà un schéma du biopsie d'épérons. Ça, c'est une biopsie qui est transbronchique. On peut faire aussi des ponctions éco-guidées par voie endoscopique et les adénopathies médiastinaux en cas de sarcoïdose. Là, c'est l'exemple de la sarcoïdose. C'est une biopsie éco-guidée. On va mettre en évidence toujours l'épithélium gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. Autre examen, c'est la biopsie des adénopathies médiastinaux. Donc, ils ont un rendement très élevé à 100% en cas de sarcoïdose. Et dernièrement, la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et on conclura dernièrement par les prélèvements histologiques extrathoraciques. On peut faire la biopsie des lésions extrathoraciques en cas d'affection systémique, donc la sarcoïdose, la myopathie inflammatoire, les vascularites, les maladies de système. On peut associer aussi la biopsie des glandes salivaires accessoires. Elle est utile pour le diagnostic de la sarcoïdose, le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc, tout ça sont des examens paracliniques, non pour le diagnostic, mais pour l'orientation, pour savoir l'étiologie de cette PID surtout chronique. Dernier titre, c'est le traitement. Donc, pour les PID aigus, la prise en charge thérapeutique, donc le transfert en réanimation s'il s'agit d'une détresse respiratoire, va engendrer le pronostic vital, une oxygénothérapie au début ou une assistance ventilatoire. En cas de présence de fièvre, un traitement anti-infectieux, on avait vu ça à large spectre pour les PID, surtout nosocomial. S'il s'agit du pneumocystis jirovecii, donc c'est le contexte d'une immunodépression, donc c'est les pneumocystoses, ça c'est de la parasitologie, ou bien en cas d'une miliaire tuberculeuse, donc s'il y a des images évocatrices, donc, donc en cas de miliaire tuberculeuse, on n'attend pas les résultats
bactériologique, on administre la chimiothérapie, on va voir ça dans la tuberculose. Donc, administration du diurétique s'il s'agit d'une insuffisance cardiaque et d'un OAP, on avait vu ça dans les PID aigus. Et dernièrement, l'arrêt immédiat de toute drogue potentiellement pneumotoxique. C'est le cas qu'on a vu de l'amiodarone et le méthotrexate. Ça, c'est pour les PID aigus. Pour les PID chroniques, le traitement là dépend de l'étiologie. Donc, c'est un traitement étiologique. Et dernièrement, pour la fibrose pulmonaire idiopathique, donc ça, c'est le pneumocystis. Ça, c'est la fibrose pulmonaire. Pour cette dernière, il s'agit d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et si vous vous souvenez, c'était 25% des causes idiopathiques. Le traitement là, il va consister à administrer les antifibrosants. Donc, bah, voilà, la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est la cause la plus fréquente des pneumopathies interstitielles. Je répète toujours idiopathique. Elle entraîne quoi? Une fibrose pulmonaire progressive. La symptomatologie se développe sur mois, des années. Cette symptomatologie consiste sur des dyspnées d'effort, une toux, des râles crépitants. Le diagnostic là, il est reposé seulement sur l'anamnèse, un examen clinique et la TDM à haute résolution, voire la biopsie pulmonaire si cette dernière elle est nécessaire. Donc, ben voilà, une fibrose pulmonaire, ça c'est poumon à l'état normal, ça c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. Et dernièrement pour le traitement, donc il consiste à des antifibrosants et une oxygénothérapie. Malheureusement, la majorité des patients s'aggravent et la médiane de survie devant cette pathologie de 3 ans à environ, bien à partir de la mettre mis en évidence du diagnostic. Donc ça c'est tout pour les PID. On en joindra prochainement le chapitre de la tuberculose, chapitre très important. Donc toujours je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.